Canal FM, la nouvelle génération 93.5 FM qui se veut davantage proche de vous et qui vous informe au jour le jour, notamment par le Club de la Presse. Eh bien, nous sommes au studio en cette journée du jeudi 19 septembre 2019. Bonjour, shalom, assalamu alaikum à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez un peu partout en Alaska, en Sibérie, en Nouvelle-Zélande, dans le Sahara au Kalahari, un peu partout en Afrique, au Togo également, par le biais des techniciens Victor Kokou Michel Tomenga à la console et Jérôme Dakuja qui vous reproduit le Club de la Presse en son et en image dès que nous aurons terminé à partir de 12h30. Au studio aujourd'hui, Magloire Teko Kenvi de Flambeau des démocrates, bonjour. Bonjour Sas, bonjour chers auditeurs, spécialement bonjour à nos techniciens. Merci beaucoup. Ambroise Yao Konjo, que nous avons le grand plaisir de retrouver aujourd'hui. Bonjour Ambroise. Oui, bonjour Sas, bonjour les auditrices et les auditeurs de Radio Canal FM. Je voudrais faire un coucou spécial, si tu le permets, au CIFOP, parce que cette école de BTS qui est accréditée au CAMES a fait ses preuves l'année dernière. Nous avons même fait un clin d'œil dans le journal de Guardian du vendredi. Donc, recommander le CIFOP aux nouveaux bacheliers ou à ceux qui veulent faire la licence professionnelle, le master, c'est une bonne chose. Au-delà du coucou, à une forme de publicité que vous faites à cette école. Je crois que c'est ce que nous pouvons nous faire ici. Comment on le dit, on essaie de garnir aussi le Club de la Presse depuis 10 ans. Et ce que le Club de la Presse peut faire un retour au directeur de publication, je crois que c'est en sorte ça. Merci beaucoup. Cela peut s'inscrire dans le lot de la charité. La charité qui est au centre de notre pensée du jour, que nous tirons de l'œuvre de Antoine-Claude Gabriel, qui écrit que la loi de la charité est la loi du cœur. La charité voit tous les hommes et toutes les femmes du même œil. La loi de la charité est la loi du cœur. La charité voit tous les hommes et toutes les femmes du même œil. Eh bien, cette semaine a rimé avec la rentrée scolaire 2019-2020. Et puis depuis hier, s'est opérée une autre rentrée. Le gouvernement qui a pris des vacances depuis la mi-août, eh bien le gouvernement a également opéré sa rentrée hier. Activité intense, tout le gouvernement complet, ils ont tenu le conseil des ministres. Nous allons revenir abondamment sur le communiqué. Également le chef de l'État qui a reçu les lettres de créance de 2 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de l'Allemagne et de la République du Ghana, chez nous ici. Mais nous allons, en fait, sans le vouloir et sans le savoir, le gouvernement nous a donné, dans son conseil des ministres hier, les sujets que nous allons débattre aujourd'hui. Juste que nous adressions ce clin d'œil aux femmes. Elles sont nos mamans, elles sont nos sœurs, nos collègues, nos épouses, nos fiancées, n'est-ce pas Magloire, et puis nos filles également comme Ambroise. Eh bien, des journaux parlent des femmes aujourd'hui, de tout secteur d'activité. D'abord, Togo Matin nous parle de la dame Akbaleti, Suzanne, qui vend des légumes et des oignons et qui a pris les produits de l'APSEF, les produits du FNFI. Dame Akbaleti, Suzanne a bouclé tout le cycle de produits FNFI. Elle attend maintenant le produit d'accompagnement spécial pour agrandir davantage son commerce. Autre femme dont nous parle toujours Togo Matin, il s'agit de la dame Aïssatou Titikwina, qui est la préfète de Tchamba. C'est une dame diplômée. Elle a été formée à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Elle a également étudié à l'École nationale d'administration et elle dirige brillamment la préfecture de Tchamba, dame Aïssatou Titikwina. Autre dame dont nous parle cette fois-ci Focus Info, il s'agit de ces femmes-là qui sont portées à la tête de nos mairies. Et Focus Info rappelle que 45 ans après,
la grande dame Madre Sivome fait des émules. Pour ceux qui sont très jeunes comme Magloire, Madame Sivome a été la maire de la ville de Lomé de 1967 à 1974. Et 45 ans après, Dame Sivome fait des émules en la personne de Florence Yawa Kuigan, qui vient d'être élue à la tête de la commune Ogu 1, soit la ville d'Atakpamé, la 5e ville du Togo. Et puis d'autres dames mères comme Madame Ladani Yentourpoua à Oti 2, notamment à Barkwasi. Autre dame, Madame Pelafia Na à Asoli 2, ou encore Colette Adjo à Baglo, dans la commune de Zio 2. Ces femmes mères qui viennent s'ajouter à nos femmes ministres, à nos femmes députées, et surtout à Madame Djibori Yawa Tchegan, la présidente de l'Assemblée nationale. Magloire, on dira que c'est un peu timide, mais les femmes émergent de plus en plus de l'obscurité. Oui, c'est ce qu'on constate et ça fait plaisir. C'est vrai qu'on aura voulu plus que ça, mais je crois quand même que Paris n'est pas construite en une seule journée. Aujourd'hui, on constate que la politique du genre fait son petit bonhomme de chemin avec les maires qui viennent d'être élus, notamment issus de la gente féminine, spécialement pour ce qui concerne madame, comment vous appelez, Madame Kuigan. Honnêtement, je la connais pas trop, mais je vois en elle une femme travailleur, battante, Travailleur et battante. Parce que il y a pas longtemps, je crois que elle a été nommée, enfin elle fait partie du cabinet de la... Elle est la directrice adjointe au service communication de la présidente de la République. Voilà, et quelques mois après, elle vient d'être élue, mais je ne sais pas comment elle va ménager tout ça, si elle va démissionner de la présidence pour être maire ou vice-versa, je ne sais pas trop. Mais toujours est-il que c'est une très bonne chose de constater que nos sœurs, nos mères, nos mamans font en tout cas plaisir à nous qui sommes leurs fils et leurs maris et leurs frères, parce que on a toujours créé dans ce pays égalité du genre et tout, mais on constate que très souvent c'est également les mêmes personnes qui crient à l'égalité du genre qui se mettent toujours derrière, parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'on parle d'associations de femmes, d'initiatives de femmes, mais quand vous arrivez là-bas, il arrive très souvent de voir des hommes qui prennent le lead. Et je crois que ça vient petit à petit, c'est de bonne guerre, et félicitations à toutes les élues. Merci Ambroise. Ces femmes nouvellement élues maires, mais le constat, elles sont à la tête des communes de l'intérieur. Madame Kuigan à Takpamé, Madame Yentourpoua à Barkwasi, Madame Pelafia Na à Asoli 2, et puis Madame Colette Adjo à Baglo dans Zio 2. On fait le constat qu'aucune des communes de Lomé n'a une femme à sa tête. Bon, la faute n'émane pas des femmes, je crois, ou peut-être elles peuvent aussi en être responsables de cette situation qui n'est pas aussi une gravité. Hein. Peut-être la faute est aux partis politiques. Mais il y a certains qui sont quand même promus indépendantes, mais qui au final n'ont pas été positionnés comme étant maires. Je crois que je connais, il y a une dame qui a été élue sur une liste indépendante dans Golf 5. Madame Mimi Bossou Sedjere, pour ne pas la citer, elle a tout fait, mais elle n'a été élue à aucun poste, ni comme maire, ni comme adjointe. Oui, je crois qu'elle doit aussi comprendre. Je l'ai suivi de bout en bout sur un média la dernière fois. En la suivant, je comprends aisément qu'elle n'est pas encore ancrée dans la chose politique. Parce que la chose politique est vraiment différente de l'habitude qu'on a. Tant on est chrétien, ou tant on est musulman, ou on est autre confession religieuse. Je crois qu'il y a la réelle politique. Je le demande à personne, moi en tant que chrétien, de se sortir du cadre de sa foi pour faire quelque chose qui ne réponde pas à l'aspiration de sa conviction religieuse. Mais au-delà, je crois que la politique existe certaines réalités du terrain. Et si elle avait dû faire le jeu d'alliance avec quelque groupe que ce soit le jour-là, je crois qu'elle pourrait toutefois être positionnée. Sauf que ça n'a pas été le cas. Le jeu
du positionnement des partis politiques a primé sur sa volonté d'y aller et sans concession de sa part. C'est ce que j'ai pu comprendre de sa propre bouche. Donc je crois que moi je l'encourage à continuer. Elle est battante. Quand vous l'écoutez, vous comprenez que c'est une femme qui veut émerger, pas forcément pour son compte, mais pour pouvoir faire quelque chose pour la communauté. Donc je l'encourage à continuer. Peut-être en 2024, elle aura à diriger une mairie. Warum nicht, comme diraient nos amis allemands. Eh bien, les femmes qui émergent de plus en plus à la tête de l'Assemblée nationale, elles sont au gouvernement, elles sont présidentes de l'Assemblée, députées également. Nous avons 4 à 5 maires femmes qui viennent s'ajouter aux présidents des institutions comme la dame qui dirige la CNDH, que nous avons reçue, Madame Polo Nakpa. Il y a également Madame qui dirige le HCRU, toutes ces femmes directrices de services, directrices de société, dans l'informel. Ne pas oublier que Canal FM a une rédactrice en chef. Oui, et puis les femmes les plus connues jusqu'aux anonymes, et également les femmes de l'opposition, notamment Madame Brigitte Adjamago Johnson. Elle a été candidate à la présidentielle de 2015. Je crois quand même que c'est un pas osé. Et elle a fait, donc félicitations à elle toutes. Merci. Je voudrais profiter pour... Oui, il y a une femme qui dirige les PAM, les marchés du... La commissaire Pocholi, oui, qui vient d'être aussi élue présidente du conseil d'administration de la mutuelle de la police nationale togolaise. Oui, je demanderai à cette dame d'être à l'écoute de ses collègues ou de ses sœurs qui sont au marché. Ce n'est pas évident. Je ne crois pas que elle n'a jamais été commerçante. Elle n'a jamais amené de l'attelage quelque part. Mais je voudrais qu'elle s'imprègne, qu'elle rentre dans le fond de ce qu'on appelle commerce et de ce que vivent tous les jours nos mamans au marché pour ne pas créer des grabuges. Parce qu'il y a eu certains retours la dernière fois. Nous, on n'a pas voulu rentrer dedans. Juste peut-être c'est l'apprentissage. Il faudrait qu'elle apprenne à connaître ses sœurs pour pouvoir bien... Merci. Peut-être que le rôle de la femme togolaise dans notre vie de tous les jours, peut-être que ça pourra vous inspirer lorsque vous serez en ligne à partir de midi sur les 2 numéros, le 22, 21, 33, 114, ou bien le 22, 20, 19, 68. Peut-être que la situation de la femme togolaise au Togo vous inspire. Nous attendons vos interventions, pourquoi pas à partir de 12 h. Maintenant, nous allons dans les couloirs de la présidence de la République. Nous l'avions dit ici, même si le gouvernement n'a pas sorti un communiqué nous informant officiellement que le chef de l'État, le Premier ministre et les ministres étaient en vacances, mais ils sont allés en vacances à la mi-août. Eh bien, officiellement et publiquement, hier, ils ont opéré également leur entrée par ce conseil des ministres qu'ils ont tenu. Alors, au menu, le conseil des ministres a adopté un projet de loi. Et les ministres ont également adopté 3 décrets abordés des divers. Et également, ils ont procédé à certaines nominations. Mais ce qui nous intéresse, c'est le message, la déclaration liminaire que le chef de l'État a faite avant les travaux proprement dits. D'abord, rappelez que vous pouvez consulter le communiqué du Conseil des ministres dans des journaux comme Ouara les vainqueurs. Eh bien, nous retenons ceci. Le président de la République a demandé aux ministres de faire preuve de plus d'abnégation et s'investir dans la recherche des réponses adéquates aux préoccupations des populations. Le chef de l'État s'est félicité des efforts consentis par le gouvernement dans le domaine des ouvrages sociaux et ouvrages d'art et de réhabilitation des pistes rurales. Ça doit vous intéresser, notamment à vos oncles maternels de Koumabala, parce que le chef de l'État reconnaît l'importance stratégique des pistes rurales. Mais il a continué, le chef de l'État a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de maintenir le cap des réformes. Et Faure Gnassingbé a exhorté les ministres à privilégier les dépenses d'investissement en veillant à la bonne préparation des projets pour les porter à maturité. Et puis le président de la République a enfin donné des instructions aux ministres chargés de la décentralisation de prendre les dispositions les plus utiles pour rendre opérationnelles les nouvelles communes et de proposer les mécanismes
et mesures de facilitation des relations entre les nouveaux organes élus et les représentants du pouvoir central. Magloire, qu'est-ce que cette déclaration liminaire du président de la République vous inspire? Disons que quand je vous ai suivi un peu, je me suis dit, en fait, la première partie de sa déclaration, il me semble qu'il avait fait déjà à Tablibo, lorsqu'il s'était agi, n'est-ce pas, de délocaliser, n'est-ce pas, le Conseil des ministres. C'était pratiquement le même discours. Il invitait les ministres à s'impliquer davantage, à être à l'écoute, n'est-ce pas, de la population. Mais là où ça m'intéresse beaucoup plus, c'est quand le chef de l'État invite également les ministres à privilégier les dépenses d'investissement, parce que c'est un grand souci actuellement, parce que il y a beaucoup de projets, nous en avons traité dans notre parution du jour, on va en revenir, mais on arrive à constater que l'investissement que le gouvernement et ses partenaires en développement font pour doter, n'est-ce pas, les populations de matières, en tout cas d'ouvrages et tout ça, on n'arrive véritablement pas à concrétiser ça. C'est-à-dire qu'on privilégie ce qui est aléatoire et les intérêts rentrent en jeu, et ces investissements-là ne parviennent vraiment pas à être bénéfiques à la population. Et donc, si le chef de l'État dit ça, je me dis que du haut de son perchoir de chef d'État, il a vu les tenants, les aboutissants de tous les projets qu'on déroule actuellement, mais à défaut de sermonner vivement ces ministres, il a essayé d'utiliser des termes un peu diplomatiques pour leur dire en réalité que vous avez du boulot à faire, vous avez à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et non vos propres intérêts. Et je crois que les ministres ont vraiment intérêt à être plus dociles, à être attentifs, n'est-ce pas, à ce discours du chef de l'État, parce que là, comme le mot le dit, le ministre, c'est celui-là qui est au service, n'est-ce pas, de sa communauté. Il ne se sert pas, mais il sert sa communauté. C'est un message très fort, et je crois que si chacun se l'approprie, ça va changer beaucoup de choses. Merci Ambroise. On aurait pu dire en français facile que le ministre, le président de la République a rappelé à son gouvernement les prérogatives, les tâches qui leur incombent. On pourrait même dire qu'en termes diplomatiques, il leur a remonté un peu la bretelle en les invitant de nouveau à être à l'écoute des populations, à faire en sorte que les crédits soient consommés à la satisfaction des populations. Oui, je crois que c'est un constat. Il a dû faire lui-même le constat qu'il y en a parmi le lot de ces ministres, certains qui font du surplace, qui n'ont jamais innové, qui font semblant d'innover, de créer, alors qu'en fait, on fait juste le remplissage pour honorer son engagement en tant que ministre et porter le titre. Je crois que quand vous nommez ministre, d'abord il faudrait que ce discours qui chante souvent, comme quoi c'est pas sur l'instruction du chef de l'État, je crois que Fania Singbe devait leur dire ça aussi, que vous n'avez pas besoin de ma présence dans vos bureaux ou avant d'exécuter vos projets. Fania Singbe est déjà présent dans les bureaux des ministres par son portrait. Et ça aussi, ça peut créer polémique, mais maintenant c'est pas le débat. Moi je dis que Fania Singbe a fait le bon constat qu'il y a de ces ministres, il risque même d'avoir un remaniement ministériel. Il y en a qui font du surplace. Parce qu'on vous nomme. Leur problème, c'est les casquettes ou la casquette du ministre. Le reste, il suffit juste de faire un clin d'œil, de faire à Talako à Fania Singbe pour sauvegarder, pour sauver le poste. Non, on vous nomme ministre, vous avez une responsabilité. Il y a des lois qu'on crie tous les toits en France. Loi Pasqua, loi Chevènement, tout ça là. Pourquoi la loi Bodjona? Des projets de loi inspirés par des ministres, oui. Et même des années après, ces lois continuent à porter le nom des ministres. Tout à fait. Par exemple, la Martiniquaise, qui est en France là, elle a créé, son impression, la loi Taubira. Donc, si Boukossi aujourd'hui fait une loi aujourd'hui, ça porte son nom. Malheureusement, lui, il fait le contraire. En plus, quand on parle de loi Bodjona, ça énerve certains aussi. C'est la loi Bodjona. On parle de loi Bodjona, c'est lui qui a impulsé, semer une dynamique pour que cette loi-là devienne, même si Boukossi a renversé la tendance, la loi porte toujours le nom Bodjona. Donc aujourd'hui, je crois que Fania Singbe a probablement raison de remonter la bretelle à ces ministres qui sont là juste pour faire la figuration. C'est vrai qu'il y a parmi ces ministres, il y a ses amis qu'il arrive difficilement à se débarrasser. On ne va pas les citer. Il y a aussi ceux-là qui bossent bien.
Et surtout, celui qui fait aussi trop le bling bling, c'est le Premier ministre lui-même. Parce que, apparemment, lui, il devait plus rester là-bas, hein. Parce que, quand vous bossez, on sait que vous bossez. Prenez la route de Ségué, cette route-là. Oui. Mon frère. Ce matin, c'est la croix et la bannière. Surtout ceux qui prennent le véhicule. Vous achetez un véhicule 1 an, même vous l'amortissez à 2 mois. Vous comprenez? Donc, je ne comprends pas. Un pays qui est gouverné et qui est un Premier ministre qui chante tous les matins comme quoi, lui, il met les actes, il suit les actes à la parole, mais qui au final, on retrouve Lomé en période de pluie. Allez vérifier le CG de Conakry. Ça, quand tu finis l'émission là, va juste actuellement au CG de Conakry. Tu vas voir les bâtiments qui sont en déconfiture avancée. Tu rentres même dans l'enceinte, tu vas prendre la maison, tu vas pêcher des poissons là-bas. Et le gouvernement, c'est quand même félicité. Et des serpents qui circulent. L'école là qui est là depuis 77. Non. Merci beaucoup. Non. Eh bien, le chef de l'État parlait d'investissement. Alors, vous revenez sur 2 sujets dont nous avons parlé ici. Il s'agit d'abord de ce qui va démarrer incessamment, à savoir la réhabilitation de plus de 1600 forages qui sont tombés en panne. Alors, Front des démocrates, vous parlez de la rigueur pour plus d'efficacité et vous interrogez, on prend acte de la réhabilitation de ces forages, mais vous demandez qu'est-ce qui a conduit à ces forages-là de tomber en panne. Évidemment, il me semble que beaucoup se réjouissent parce que on va réhabiliter les forages tombés en panne, c'est de bonne guerre, c'est normal. Mais en réalité, nous disons oui, c'est une décision qui a été prise, mais la vraie question c'est de se demander pourquoi ces forages-là tombent en panne. Vous savez, on parle ici et là de 1639. En fait, 1639 forages. À motricité humaine. À motricité humaine. Et c'est la deuxième phase, ça. C'est-à-dire que la première phase a consisté à réparer un peu plus de 1559. Ça voudra dire qu'il y a à peu près plus de 4000 forages tombés en panne. Et ça doit nous inquiéter. Et nous nous sommes demandé pourquoi ça arrive. Et il ressort de nos recoupements qu'en réalité, la cause des dysfonctionnements de ces forages-là sont de 2 ordres. Il y a d'abord la responsabilité, n'est-ce pas, des CVD qui sont des entités qui gèrent, n'est-ce pas, ces forages, qui n'arrivent pas, il y a certaines ou beaucoup d'entre ces comités-là n'arrivent pas à assurer l'entretien, n'est-ce pas, la maintenance des installations. Ce qui fait que, par moment, ça tombe en panne. Mais le plus grand souci, c'est que il y a la légèreté, n'est-ce pas, des entreprises qui sont souvent sélectionnées dans la réalisation, n'est-ce pas, de ces forages-là. Et quand nous avons appris cela, on s'est dit oui, vous savez ça, on ne peut parler des choses qu'on maîtrise le mieux. Chez mes oncles maternels, à Kouma, plus précisément à Kouma là-bas, à Kouma Bala, il y a un forage qui fait plus de 2 ans sans être opérationnel. Et dans le cadre, n'est-ce pas, de ce dossier, nous avons pris notre téléphone, on a appelé le président du CVD pour leur demander, mais comment est-ce que ça se passe concrètement chez vous? Il a dit, à leur niveau, ce n'est pas une question de maintenance. Ils assurent la maintenance, sauf que c'est un problème donc technique. Et il s'est fait que, vous savez, la région des plateaux, et plus précisément au niveau de Kouma, c'est un relief assez accidenté, ce qui fait que pour faire un forage, il faut perforer le sol jusqu'à plus de 100 à 150 mètres de profondeur. Pour tomber sur la bonne nappe. Or, il s'est fait que l'entreprise qui a opéré là-bas, justement, à peine ils ont fait 80 mètres de profondeur et ils ont trouvé la moindre goutte d'eau, rapidement ils ont plié bagage et ils sont partis. Et il a fallu demander une expertise après pour qu'on leur dise en réalité qu'ils ne sont pas tombés sur la bonne nappe. Ce qui fait que lorsqu'ils ont installé la pompe, à force de tourner et de ne pas trouver la quantité d'eau suffisante pour être opérationnel de façon permanente, la pompe absorbe de la poussière et ça crée des pannes. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous nous sommes dit, ça ce n'est que le cas de Kouma Bala. C'est le reflet, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans beaucoup de localités. Et nous nous demandons, dans cette histoire,
on se demande comment est-ce que les entreprises ont été sélectionnées. Et le plus souvent, c'est des entreprises les moins disantes qu'on choisit et la qualité du travail est à désirer. Et on voit ce qui se passe. C'est pour nous dire qu'en réalité, on parle de 1600 et quelques, 1500 lors de la première opération. C'est pour nous dire que sur le plan technique, il y a beaucoup de choses à faire. Et nous interpellons vivement le gouvernement à être plus méticuleux, à veiller à ce que ces chantiers-là puissent être menés de façon professionnelle. Ces forages tombés en panne souffrent pour les uns de la mauvaise qualité des travaux effectués par les entreprises. Encore se pose le problème des projets, des bureaux de contrôle qui ont supervisé ces travaux. Ça, c'est un des deux maintenant. Dans certaines localités où la maintenance n'a pas toujours été au rendez-vous, là, cette faute-là incombe aux communautés. Alors, toujours en matière d'investissement, vous abordez notre sujet dont nous avons débattu hier. Il s'agit du nouveau port de pêche qui a été inauguré dans le sillage de la fête de l'indépendance, en Grand Pont. Et vous écrivez, Front des démocrates qui écrit, inauguré depuis le 24 avril dernier, le nouveau port de pêche de Lomé, toujours pas opérationnel, et vous y voyez un coup dû à l'axe 2 du PND. Bien évidemment, vous savez, vous et moi, on a tous suivi, n'est-ce pas, cette cérémonie-là organisée en pompe. C'était en avril dernier où le chef de l'État, avec l'ensemble de son gouvernement, ont procédé à l'inauguration du nouveau port de pêche de Lomé, dont l'ouvrage s'étend sur une superficie de 7 hectares. Et aujourd'hui, le constat que nombre d'observateurs font, c'est que l'ouvrage, 5 mois après, n'est pas opérationnel. On se demande pourquoi, parce qu'il a fallu un investissement colossal. On parle de 16 milliards de francs CFA, dont 14 milliards avancés par le partenaire en développement qu'est le Japon et 2 milliards avancés par l'État togolais. Et justement, dans la dynamique de savoir ce qui se passe concrètement, on a contacté des sources, des techniciens qui nous ont fait comprendre en réalité que si le port de pêche n'est pas opérationnel à ce jour, c'est essentiellement parce que l'État togolais, dans le planning, dans le cahier de charge, devait prendre en charge la réhabilitation de la route qui mène au site et assurer, n'est-ce pas, la clôture du site. Mais à ce jour, Sassigaou, on nous a fait comprendre que l'État togolais a bel et bien débloquer les 2 milliards. Mais à ce jour, les travaux n'ont pas été faits. On se demande où se trouvent les 2 milliards. Et aujourd'hui, le gouvernement ne dit rien. Alors, les partenaires, le gouvernement ne peut pas arriver à trouver les entreprises qui ont eu les marchés de la réhabilitation de la route, de la clôture et également du marché aux poissons. Pourquoi les entreprises ont pris le marché mais n'ont pas fait les travaux? Il me semble que c'est un peu la démarche qui a guidé, n'est-ce pas, le discours du chef de l'État, parce que on ne peut pas comprendre que le gouvernement débloque les 2 milliards qui lui conviennent et on n'arrive pas à exécuter le travail. Et au lieu de faire le travail, les gens se préoccupent, en tout cas se sont préoccupés beaucoup plus des retombées du sable marin qui ont été extraits, qui a été extrait lors de la réalisation des travaux, dont le coût est estimé à un peu plus de 300 millions en ce jour. C'était ça la motivation majeure des gens, et on laisse de côté le vrai travail. Et aujourd'hui, il nous revient également que le partenaire japonais est en cours. Le partenaire japonais est en cours et il se demande comment est-ce que eux, à leur niveau, ils ont pu remplir leur cahier de charges et que l'État togolais n'arrive pas à remplir son cahier de charges. Et aujourd'hui, le gros investissement qui a été fait reste, il n'est pas opérationnel. Et nous disons dans nos papiers que ça porte un coup dur, n'est-ce pas, à l'axe 2 du PND. Parce que quand vous voyez un peu le projet décliné, on nous dit que ça portera les produits halieutiques à plus de 25 000 tonnes par an et ça va créer plus de 8 000 emplois directs
et d'autres emplois également indirects. Donc nous nous disons que le projet, il est beau, il est envieux, mais il va falloir que chaque composant, chaque entité impliquée dans la réalisation de ce projet-là puisse être concrètement actif pour que le port de pêche soit opérationnel et qu'il soit également bénéfique aux pêcheurs qui sont là et qui ne demandent que l'ouvrage soit opérationnel. Ambroise, on comprend pourquoi le chef de l'État hier a exhorté ses ministres à privilégier les dépenses d'investissement en veillant à la bonne préparation des projets pour les porter à maturité. On comprend maintenant pourquoi. Oh oui, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Et le travail, moi j'apprécie les travaux qui sont faits comme ça par les journalistes. C'est-à-dire que ce qui est d'utilité publique, ce qui va dans l'intérêt des populations, des confrères s'y mettent et sortent les éléments du trou et le public à qui le droit pour qu'on puisse savoir qui a fait quoi, qui doit rendre qui compte à qui. Je crois que ce travail, d'abord je salue le Japon. Moi j'ai toujours salué le Japon dans ces... je n'ai jamais rencontré l'ambassadeur, mais je dis que le Japon est un pays que les Africains doivent, avec lequel les Africains doivent tisser un partenariat solide en termes de transfert de technologie, surtout au niveau de l'électronique. Moi, je l'ai toujours dit. Et quand ces pays-là financent ces projets à hauteur de plus de 10 milliards, d'abord, c'est pas du chocolat et j'estime que le gouvernement doit veiller à ce que ceux-là qui exécutent les maîtres d'ouvrage, les maîtrises d'ouvrage, tout ça là, doivent s'y mettre pour éviter qu'il y ait des problèmes. Parce que quand on parle de port de pêche, c'est de ça que nous vivons quotidiennement dans nos maisons. Parce que les poissons de mer, les gueules, tout ça là, c'est à travers ça. Donc s'ils arrivent à moderniser, et que quelqu'un n'est pas là quelque part pour juste chercher à prendre 5 milliards sur les 14 milliards, je crois que ça peut aller. Parce que c'est ça le problème, Stas Gao. La corruption. La corruption est à toutes les échelles, à tous les niveaux, à toutes les échelles, à toutes les étapes, même à toutes les marches. C'est-à-dire que quoi? Il y a toujours des gens qui cherchent toujours à manger quelque chose dans le financement. Mais qu'ils fassent le travail avant d'abord de prélever le quand on vous envoie pour aller acheter quelque chose, on vous donne 1000 francs. Si vous allez acheter la chose, au moins que la personne voit que vous avez, et qu'il reste 200 francs pour manger, il n'y a pas de problème. Mais manger 800 francs pour jeter 200 francs dans le projet, c'est ça nous. Merci. Un constat qui revient souvent au club de la presse dans les médias, les institutions de la République, notamment les ministères qui n'arrivent pas à consommer les crédits que le Togo va négocier, des projets mal conçus, mal exécutés, ou bien les projets qui s'arrêtent en cours de chemin, l'exemple le port de pêche, ou bien des projets mal exécutés qui ne satisfont pas les populations. Le chef de l'État doit en être conscient. Des gens se demandent comment il n'arrive pas à sévir autour de lui, comment il n'arrive pas à rappeler à l'autre ses collaborateurs qui, en d'autres termes, trahissent un peu sa confiance. C'est peut-être pour ça que le Conseil des ministres a procédé hier à l'adoption du décret portant attribution, organisation, fonctionnement de l'inspection générale d'État. Cette inspection générale d'État qui est un organe de contrôle administratif des finances publiques placé sous l'autorité du président de la République et investi d'une mission générale et permanente de contrôle, d'audit, d'enquête, d'évaluation et de promotion de la bonne gouvernance. Peut-être que l'inspection générale d'État revue va pouvoir marquer un peu les ministres. Tu as posé un problème tout à l'heure qui est intéressant. Pourquoi Fonds National ne sévit pas? C'est justement pour les ministres veulent que Fonds National évite de sévir, qu'il envoie ce discours à chaque fois. C'est grâce sous l'impulsion du chef de l'État, grâce à la magnanimité du chef de l'État. Il y a encore d'autres bases. Oui, c'est ça. Les gens savent qu'ils sont nuls. Ils sont même, ils n'ont pas leur place là où ils sont aujourd'hui. Il y en a qui ont été blessés. J'ai applaudi Fonds National. Parce qu'il a au moins sauté 2 ministres qui, j'ai trouvé ça très intéressant, qu'il a sauté 2 ministres inutiles du gouvernement. Très inutiles. Et ils sont au moins 4, au moins 2 sont vraiment inutiles. Il les a élagués, il les a débarqués, j'ai applaudi, Fonds National. Il n'a qu'à le faire pour ce gouvernement aussi. Commençons par le Premier ministre. Je n'ai rien contre son Kassou, mais je n'aime pas les gens qui font la figuration. Non. Quand vous nommez à un poste, assumez votre responsabilité et rendez des comptes.
assumez-la et que les gens sachent que vous avez au moins travaillé. Il ne faut pas faire du vous êtes là, de vous prendre des porte-voix qui est sur la nous, les Togolais veulent voir le travail sur le terrain. Il pleut maintenant. Si on est à la rue de Lomé. Merci beaucoup, chef de l'État, qui doit regarder autour de lui, dans son gouvernement, pourquoi des ministres ne consomment pas les crédits, pourquoi les projets sont mal conçus, mal exécutés, ou bien ces projets inachevés. Il doit voir ça, tout comme il doit voir également dans son cabinet privé. Je ne sais pas si vous avez lu le confrère Fraternité hier, qui mettait l'accent sur un problème qui me semble vraiment grave. Fraternité qui écrivait qu'à la présidence de la République, il y a des gens qui détournent les correspondances qui sont adressées au chef de l'État. Qu'il y a des gens qui détournent même les réponses que le chef de l'État adresse à des gens qui sollicitent l'assistance, voire même financière, le chef de l'État qui débloque de l'argent et des gens dans l'entourage détournent cela. Il y a également des gens qui font tout pour que les citoyens n'arrivent pas à accéder au chef de l'État. Si ce que Fraternité a écrit est vrai, alors vraiment il y a un ménage que le président de la République va faire. Parce que souvent il lui a fait le procès que Faure Gnassingbé s'entoure dans une tour d'ivoire et que les gens n'arrivent pas à avoir accès à lui. Peut-être que l'article de Fraternité touche un peu du doigt. Non, d'abord je salue Joël les gars pour l'avoir écrit dans le journal Fraternité. Oui, salut les lecteurs. Et je salue le journal Fraternité pour cet article. Ça, c'est une triste réalité. On a appris même qu'il arrive même certaines décisions qui sont prises, signées, on enlève même les paraphes des documents. Pour ajouter les documents paraphés plutôt. Les documents paraphés, saisis. Comment agrafés, ils ajoutent un autre document. On a appris des choses comme ça au niveau de la présidence. Je crois que le chef de l'État doit avoir des gens de confiance. D'abord, il y en a qui l'entourent là-bas, qui lui font du mal. Parce que je ne crois pas que Faure Gnassingbé soit quelqu'un de réfractaire, quelqu'un de fermé. Moi, ce que je demande à Faure Gnassingbé depuis plus de 10 ans, depuis plus de 5 ans, c'est d'être élégant, d'être sportif, être un homme, de quitter le pouvoir et peut-être de revenir après 15 ans ou 20 ans. Il est jeune d'âge. Mais ceux qui l'entourent, ils ne pensent qu'à eux. C'est des, comment on les appelle? C'est des égoïstes. Quand vous ne pensez qu'à vous, on vous appelle des égoïstes. Et ils s'enferment là-bas, les gens vont être payés. Les gens font des délégations même, écrivent pour aller voir le chef de l'État. Le courrier n'atterrit jamais sur la table du chef de l'État. Soit c'est au niveau du directeur de cabinet, soit c'est au niveau du secrétariat même. Je ne veux même pas aller au niveau du directeur de cabinet ou du secrétaire général de la présidence. Je veux juste rester là où on prend les courriers. Les courriers viennent là-bas. Nous, on a appris que déjà, aussitôt arrivé, on disparaît ce courrier-là. C'est ce qui arrive à la présidence de la République togolaise. Et que je pense que Faure Gnassingbé doit être mis au courant. Quand il nous écoute, je crois qu'il y a des gens qui le rendent fidèlement de ce que nous disons ici. S'il y a le même de renvoyer des gens là-bas à la présidence qui ne sont là que pour leurs propres intérêts. On a appris des choses. Chaque fois, on donne de l'argent aux journalistes. Moi, je ne suis jamais allé à Ivala avec Faure Gnassingbé. Je suis allé une seule fois au temps des mois par coïncidence. Mais ils s'en comptent donc de l'argent. Vous êtes allé quand même. Oui, moi je vais à Kara. Oui. Maintenant, Faure Gnassingbé donne de l'argent. Et ils donnent de l'argent. Il y a comme l'impression que quand déjà ils donnent 70 000, on coupe 20 000. Il est 50 000. Moi je ne suis jamais allé. Mais souvent les confrères font le constat. Et il semble qu'un jour le monsieur s'est rendu compte. Je ne veux pas citer de nom ici. Il a, comment on appelle ça? Il a fait mise à pied, quelque chose comme ça. Il a donné mise à pied. Il a donné un mois de congé ou 2 mois de congé à la personne avant qu'il arrive. C'est mauvais, c'est pas bien. Merci beaucoup. Alors, ce sont des indications. Encore une fois, c'est des choses que nous entendons souvent, mais Fraternité a le mérite de l'écrire publiquement. Nous espérons que et l'article de Fraternité et les commentaires que nous faisons ici sont écoutés à la présidence de la République. Alors vraiment, il y a un besoin que le chef de l'État revoie un peu son entourage. Évidemment, le chef de l'État, vous savez, il y a rien de plus dangereux pour un chef d'État que d'avoir des taupes dans son entourage. C'est-à-dire que je suis ému d'entendre que dans un palais,
présidentielle que des choses comme cela se passent. Je comprends pas. Vous savez, nous avons également appris qu'il y a des gens qui ont des idées, des projets bancables, qui ne cherchent qu'à soumettre cela au chef de l'État. Mais comme Ambroise l'a dit, il y a des gens qui ont mis des barrières, qui font des barrages, pour que ces citoyens-là ne puissent pas avoir accès au chef de l'État. Pire encore, il y a d'autres qui, par chance, dont le courrier atterrit sur la table du chef de l'État, qui donne une suite favorable, mais qui n'est jamais le retour. Mais l'autre aspect qui paraît plus dangereux, c'est que il y a certains citoyens, que ce soit dans l'administration ou dans le secteur privé, qui dénoncent, qui envoient des courriers pour dénoncer des faits qui paraissent anormaux à leurs yeux au chef de l'État, mais dans les courriers sont détournés. Dans les secondes qui ne sont pas détournés, mais les mises en cause sont informées à la limite près du nom de l'expéditeur du courrier et de ce que reproche l'expéditeur à X personnes. Et vous imaginez, quand on le fait comme ça, on met la vie de l'intéressé en danger. Parce que lui ne sait pas que son courrier a été détourné ou celui qu'il dénonce a été déjà informé de l'envoi de son courrier. Et donc, on peut comprendre si cela se passe dans les bureaux de préfecture, je sais pas, dans les administrations de bas niveau. Mais à la présidence de la République, quand même, je crois que il y a donc nécessité pour le chef de l'État d'assainir son entourage. Parce que, on le dit comme cela, il se peut que lui-même il soit victime. On ne le sait, on ne va pas, ça peut arriver. Et donc, il doit sévir. Il doit sévir. Et la plupart des cas, c'est des zélés qui font ça. C'est-à-dire ceux qui ne croient pas à leurs compétences, mais qui sont, en tout cas, qui sont là à faire du vous-vous-zéla. Et là, j'apprécie toujours, je le dirai toujours, la déclaration du ministre, comment vous appelez, le ministre en charge des droits de l'homme, le Trimois, qui a dit que les ministres qui, à chaque prise de parole, disent sur l'instruction ferme du chef de l'État sont des paresseux. Il a dit, et j'ai toujours retenu cette phrase-là, il dit, quand le chef de l'État vous nomme ministre, c'est qu'il vous a déjà mis les moyens à disposition pour que vous fassiez votre travail. Et donc, le chef de l'État n'a plus besoin qu'on cite son nom pour dire que c'est grâce à lui que des projets ont été menés. Merci. Alors, pour ceux qui font ou ceux qui feraient écran autour de du président de la République, il y a un cas vraiment pathétique. Il s'agit d'un monsieur Abioké. C'est un aveugle, un non-voyant. Il est venu ici à Canal FM. Il se présente comme un vieil ami du chef de l'État, de Faure Gnassingbé. Déjà, quand Faure Gnassingbé était député de Blita, c'est depuis cette époque-là qu'ils étaient amis. Et le sieur Abioké dit que depuis, il cherche à accéder à son ami. Pas nécessairement le président de la République, mais chaque fois, on empêche. Et la dernière fois, le 26 avril dernier, le sieur Abioké dit qu'il a tout fait pour se présenter au monument de l'indépendance, lorsque le chef était venu rallumer la flamme de l'indépendance. Il a crié, et le chef de l'État l'a vu et lui a fait signe de venir le voir. Le lendemain, il s'est présenté à la présidence de la République et depuis, il n'arrive pas à voir le chef de l'État. Alors cela, le cas du non-voyant Abioké vient confirmer un peu ces allégations. Alors si cela est vrai, on comprend pourquoi l'opinion publique accuse Faure Gnassingbé de s'isoler dans une tour d'ivoire et qui n'est pas le contact facile avec la population. Non, en fait, tout ce scénario-là, toute cette situation n'est que l'arbre qui cache la forêt. C'est plein au niveau des directeurs généraux des sociétés, les secrétaires aussi qui font de leur pharo, les chefs de cabinet aussi qui ont droit à faire ce qu'ils peuvent. Non, ça dit que quand les bois verts brûlent, je ne sais pas si les bois secs ont un mot à dire. Ce qui veut dire que là, lui-même, on le voit aveugle. Quand tu vas où? On parle des gens qui voient, qui ont des vestes. On ne les reçoit pas. Quand tu veux ou quoi? C'est ça. Merci. Revenons à un autre aspect de la déclaration liminaire du chef de l'État. Et Faure Gnassingbé qui disait hier, qui a donné des instructions au ministre chargé de la décentralisation de prendre les dispositions les plus utiles pour rendre opérationnelles les nouvelles communes et de proposer les mécanismes et mesures de facilitation
des relations entre les nouveaux organes élus et les représentants du pouvoir central. À ce niveau, nous évoquons l'article, par exemple, du confrère Liberté, qui écrit à la page 5 que les maires, les nouveaux maires sont en mode patience, pour ne pas dire en mode attente, pour rappeler que ces nouveaux maires, ils viennent d'être élus, mais il y a ce courrier du ministre Paya de Boukessi qui demande aux nouveaux maires d'attendre jusqu'à ce que les procès-verbaux de leur élection soient publiés au journal officiel et que lui, le ministre, il leur donne le feu vert alors que les travaux attendent sur le terrain, notamment ici à Lomé, les feux tricolores qui ne marchent pas, les rues qui sont inondées et plein de travaux qui nécessitent vraiment que les nouveaux maires prennent rapidement fonction. Ça me fait rire. Le courrier me fait rire. Donc, c'est à cause des procès-verbaux qu'on doit signer, qu'on doit établir, que les maires doivent attendre. Non, les PV sont déjà établis, mais le ministre demande que ces procès-verbaux soient publiés au journal officiel. Justement, donc c'est à cause de la publication au journal officiel que les ordures ménagères peuvent fleurir dans les quartiers, que les maires dépendent. Non, sens. C'est-à-dire que ce ministre, il a trop de lacunes. Hein? C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de lui dire la vérité, qu'il a trop de lacunes. Il aurait pu faire l'économie de ce courrier-là. Et qu'on le ventile même sur les réseaux sociaux. J'ai lu ça, j'étais ahuri. Les maires sont élus. J'aurais même appris qu'ils vont commencer le travail même en janvier. Pourquoi? Nous sommes on n'a même pas à fin septembre. Il y a octobre, novembre et décembre. Pourquoi? Alors que nous avons une élection présidentielle qui pointe le nez très bientôt. Soit on veut pas que les gens qui sont de l'opposition, qui ont pris les mairies, puissent bénéficier de certaines ressources financières pour pouvoir opérer certaines choses. Bon, c'est une dame qui me l'a dit, hein, elle m'a dit que ça sent du mauvais. Mais je crois que ils ont fait l'effort déjà de faire élire les maires et leurs agents. C'est déjà bien. Il faut maintenant que le travail commence. Tout comme dans certains pays, on élit le président de la République, après 3 jours, il prête serment. Ici, nous ne sommes pas au niveau du président, nous sommes au niveau des municipalités et des maires. Boukessi n'a qu'à tout faire pour que les maires entrent en fonction d'ici début octobre. Là, on saura que... Merci. Alors, pour ce qui est... la pluie a déjà commencé. Pour ce qui est de la fonctionnalité ou bien de l'opérationnalité de ces nouvelles communes, la question revient souvent, est-ce que ces communes ont des locaux? Eh bien, celles qui ne l'ont pas l'auront incessamment, parce que le tout nouvel ambassadeur de l'Allemagne au Togo, qui a présenté ses lettres de créance au chef de l'État hier, Monsieur Matthias Veltil, et il a déjà procédé à la signature d'un accord de financement, déjà hier, mercredi, d'un montant de 5 milliards de francs CFA. Et le confrère Togo Matin qui nous en parle nous dit que cette enveloppe de 5 milliards de francs CFA est destinée à la construction des mairies dans les nouvelles communes. En fait, cet accord de financement, ce n'est que la 3e partie du programme de décentralisation qui fait partie des pôles prioritaires de la coopération germano-togolaise. Et depuis 2012, l'Allemagne a déjà consacré 30,8 milliards de francs CFA au processus de décentralisation au Togo. Eh bien, avec les 5 milliards, certaines nouvelles communes verront se doter de leur siège bientôt. Oui, ça, vous savez, je souriais quand vous évoquiez, n'est-ce pas, la raison du renvoi de la prise de fonction des nouveaux maires. Je n'ai fait que me référer à la correspondance du ministre. En réalité, le ministre devrait dire quelque chose. Sinon, en réalité, c'est le nœud du problème que vous venez d'évoquer, les locaux. Je l'avais dit entre-temps ici. Beaucoup de ces maires se retrouvent aujourd'hui sans bureau. C'est une réalité. Surtout les communes rurales nouvellement créées là. Ils n'ont pas de bureau. Hein? Hormis les communes existantes, c'est-à-dire les anciennes communes qui ont des bureaux, beaucoup de ces maires, parce que vous savez, dans le cadre, n'est-ce pas, de ce processus de décentralisation, on a procédé à la création de beaucoup de nouvelles communes. 117 au total. Voilà, 117 au total, mais à peine on trouvera une cinquantaine
qui ont des bureaux convenables. Le reste, c'est maintenant qu'on s'emploie à leur trouver des bureaux. Et donc, si ma mémoire est bonne, nous n'avons que, je crois, 9 communes voilà. De plus ou moins plein exercice à ce jour. Tout à fait. Donc, vous devez avoir une idée du travail qui attend le gouvernement. Et c'est là où moi j'apprécie la démarche de l'Allemagne. Et vous comprenez pourquoi l'Allemagne a toujours insisté sur la nécessité d'aller à la décentralisation. Parce que on ne peut pas tout remettre sur le gouvernement central. Il va falloir qu'on donne les moyens aux autorités locales pour pouvoir élaborer des projets de développement par rapport à leurs besoins et aider ces autorités-là à avoir les moyens de leur politique pour pouvoir asseoir une bonne politique de décentralisation. Je crois quand même que c'est de ça qu'il s'agit. Et à peine arrivé, l'ambassadeur a déjà signé ce protocole d'accord là qui permettra, n'est-ce pas, au Togo de doter certaines communes de bureaux. C'est une très bonne chose, sauf que c'est le lieu d'interpeller encore les ministres. Parce que le chef de l'État l'a dit, ce n'est pas moi hier, qu'il faut veiller à ce que tous ces projets-là puissent être bénéfiques. On dit 5 milliards pour construire des bureaux. Oh mais ce n'est pas 5 milliards destinés aux poches des ministres, des directeurs de cabinet et tous les acteurs qui seront impliqués, n'est-ce pas, dans la réalisation de ces projets-là. Parce que c'est dans ça que nous sommes champions. Ce qui fait que quand on dit que les ministères n'arrivent pas à consommer les ressources affectées pour la réalisation de nombre de projets, très souvent aussi c'est parce qu'on met plus de temps à calculer les petits intérêts. Qu'est-ce que nous allons pouvoir mettre de côté pour nous? Ce qui fait que le temps avance, on n'arrive pas à réaliser le budget à un taux convenable et les partenaires se fâchent contre nous. Donc aujourd'hui, le processus est en cours. Je vais exhorter les ministères qui seront associés à la réalisation, n'est-ce pas, de ces projets-là, de veiller à ce que les fonds puissent jouer concrètement le rôle qui leur convient, c'est-à-dire que les 5 milliards là servent à construire, à doter les communes de bureaux. Merci, bien c'est notre exercice d'explication de la déclaration liminaire que le chef de l'État a prononcée hier à l'entame des travaux du Conseil des ministres de la rentrée du gouvernement. Oui, il parlait de l'Allemagne, c'est un pays aussi que j'aime beaucoup. Vous savez, dès l'entame du processus de décentralisation avec l'annonce des élections locales, l'Union européenne a voulu accompagner, et d'ailleurs accompagne le Togo. C'est vrai que on ne va pas tout attendre de l'Occident, mais l'Allemagne particulièrement tient à ce que les élections locales soient effectives. Et l'annonce de nouvel ambassadeur ne m'étonne pas parce que ils sont prêts à nous aider, à nous accompagner. Ils le font déjà depuis 7 ans. Oui, donc je crois que ici c'est des structures décentralisées, fondamentalement décentralisées, qui ont une certaine, même si c'est à minima, légitimité. C'est pourquoi les gens veulent nous aider. Et profiter en même temps, à travers ces aides-là, avoir des jumelages avec certaines grandes villes, Hambourg, Brême, et Munich et autres. C'est possible. Et c'est là, le Togo connaîtra un développement sérieux si on ne mêle pas trop de la politique au développement, aux questions de développement local. Merci. C'est pourquoi je dis ça. Ceux qui m'écoutent, ils le savent. Parce que on a tellement politisé la chose, comment vous l'appelez, la chose banale au Togo, la chose qui est terre à terre au Togo, que on ne se retrouve même pas. Moindre chose, on dit qu'il est de tel parti. Moindre chose, il y a même des gens qui se font le roi dans les faubourgs, dans les fermes, comme quoi ils se réclament de unir, alors que Fond Nassibé n'a pas demandé ça. Merci beaucoup. Un auditeur demande que nous reprenions l'exhortation du président de la République à l'endroit du ministre de l'administration territoriale. Et comme l'auditeur est roi, nous nous y plions. Le président de la République a enfin donné des instructions au ministre chargé de la décentralisation de prendre les dispositions les plus utiles pour rendre opérationnelles les nouvelles communes et de proposer les mécanismes et mesures de facilitation des relations entre les nouveaux organes élus et les représentants du pouvoir central. Quand un chef d'État parle comme ça, vous déclinez en français facile et vous comprenez.
Mais l'élection des maires continue à susciter toujours des débats, au point que Flambeau, Magloire, vous y consacrez votre éditorial. Vous écrivez la fête des maires. Nous connaissons la fête des maires, M-E accent grave R-E-S. Maintenant, quelle est cette fête des maires, M-A-I-R-E-S, Magloire? Oui, cette fête des maires, c'est en quelque sorte l'élection, n'est-ce pas, de ces acteurs-là qui hier n'étaient pas trop ancrés dans la politique de décentralisation, parce que vous savez, hier c'était sur nomination qu'on devient président de délégation spéciale. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens qui ont de leur propre gré se sont présentés aux élections, ont sollicité le suffrage des populations et ils ont été nommés. Et donc, en somme, c'est une fête pour ces maires-là, dont M. Jean-Pierre Farr, par exemple, qui devient maire, et d'autres acteurs qui étaient jusque-là en marge de la gouvernance publique du Togo. Et c'est ce que nous avons essayé de caricaturer dans notre édito Fête des maires, qui, au-delà du fait de consacrer des gens maires, crée également des dissensions internes à différents niveaux des formations politiques. Nous allons peut-être en venir, mais ça repose la question de la maîtrise de la démocratie sous nos cieux. Parce que la démocratie, elle est profonde, elle est tentaculaire, et il va falloir que chacun y aille, n'est-ce pas, à cette école-là, pour pouvoir permettre à tout individu qui veut s'aventurer sur le plan politique de maîtriser les rouailles de la démocratie. Merci. Les nouveaux maires, nous parlions tantôt de ces nouvelles, de ces femmes nouvelles maires. Eh bien, merci aux auditeurs qui complètent la liste. Dans la commune Yoto 2, c'est également une femme à la tête de la mairie, Madame Sylvestre Adjara. Et là, c'est un candidat aux élections communes qui me donne cette information. Également, la commune d'Oufelgou 3 a une femme à la tête de la mairie, c'est Madame Abla Touliane Yassim. Donc, la liste des femmes maires M-A-I-R-E-S se complète. Et nous parlions tantôt du chef de l'État qui a exhorté que les communes soient nouvellement opérationnelles et des besoins pressants. Ici à Lomé, Liberté qui écrit que les bassins d'orage créent des inondations. Mardi et hier en fin de journée, nous avons eu des pluies. Et si vous allez au carrefour Bodjona, à Léo 2000, au carrefour des Deux Lions sans testicules, à Balepé-Dogan, à Batame, à Plenkome, en face du lycée technique de Lomé. Oui. Alors, ces ouvrages qui créent des inondations, vivement que les nouveaux maires prennent fonction parce que les urgences n'attendent pas. Ils ont du boulot, je crois, ils ont du boulot. Et chercher aussi des dépotoirs intermédiaires pour le ramassage des ordures ménagères aussi reste aussi un défi, un grand défi pour les nouveaux maires. Je crois que quand on parle de bassin de rétention, il y a des efforts qui sont faits, ils en ont construit dans certains quartiers, sauf que je ne sais pas si c'est les études qui ont été mal faites pour certains, au point que ces bassins-là débordent et créent encore d'autres inondations dans les quartiers. Quand vous venez en face du lycée technique, on en a déjà parlé ici, il n'y a même pas de construction de bassin. C'est un bassin de fortune qui est là, qui crée de sérieux problèmes aux riverains, qui les fait même renvoyer des fois en d'autres lieux en attendant que l'eau se ravise et qu'ils reviennent par après. Merci. Il va être midi. Oui, parce que tout simplement parce que rapidement. Le problème n'existait pas. C'est quand, à travers le ministère, c'est nous qui avons construit les logements sociaux. C'est pas des logements sociaux. Justement, c'est des cabanes de réfugiés. Qu'ils ont construit là-bas, au technique là-bas. Eux-mêmes, ils ont logements sociaux. Oui, nous on l'appelle cabane de réfugiés. Il y a le discours officiel. Ils ont convergé l'eau, ils ont drainé l'eau vers ce bassin qui n'est pas construit. C'est ce qui est dangereux. Merci beaucoup. L'élection de ces maires qui a également des conséquences jusqu'au sein des partis politiques et entre les partis politiques. Magloire Flambeau qui écrit de l'ANC au PDR, un geste, une conséquence. Il s'agit du fait que ces deux partis ont pris ou envisagent de prendre des sanctions à l'endroit de leurs membres conseillers municipaux qui ont voté en violation des consignes données par leur parti. Oui, vous savez, on suit de près ce feuilleton-là.
Et voyez-vous, au niveau de l'ANC, par exemple, on reproche à certains conseillers municipaux nouvellement élus de prendre une décision qui soit un peu contraire à la volonté du bureau directoire du parti et on menace. Pendant ce temps-là, au niveau du PDL, la sanction a été déjà prise contre monsieur Yaovi Djagli, exclu du parti parce qu'il n'aurait pas respecté les consignes également du bureau directoire du parti. Moi je dis c'est bien vrai que la discipline du parti doit être respectée, mais l'analyse que je me fais également c'est que lorsqu'on va demeurer toujours dans ce schéma-là, ça va toujours exister ces genres de trucs parce que je l'ai toujours dit, en réalité les communales c'est beaucoup plus pour les acteurs de développement. C'est pour cela que vous allez voir au Ghana, les partis politiques ne postulent pas pour... Sauf qu'ici, des gens ont été positionnés sous le couvert de leur parti, une certaine discipline. Tout à fait. On respecte quand même les consignes que le parti donne. Je comprends, c'est pourquoi je dis que je comprends qu'on veuille appliquer coûte et coûte la discipline du parti. Mais il faut évoluer dans le temps parce que, au-delà de tout, comme je l'ai dit, une question de commune, c'est pour les acteurs de développement. Et si je suis d'un autre parti, je reconnais que toi, on n'est pas membre du même parti, mais je connais ta force de frappe, ta compétence, je peux te donner mon suffrage. Et c'est ce qui arrive justement. C'est ce qui est arrivé. Voilà. Ce sujet qui inscrit des journaux, Chronique de la semaine qui écrit duplicité, égoïsme, traîtrise, cupidité, roublardise. L'opposition vole en éclat et offre la majorité des mairies à UNI. La C14 et la ANC ont voté pour l'oppresseur entre guillemets uni dans les communes de Golfe 5, Golfe 3 et Amont 2. Le changement qui écrit lui aussi que toujours, vous savez que le président de l'ANC a animé une conférence de presse où il s'est prononcé sur cette question, mais Jean-Pierre Fapi a abordé d'autres questions que reprennent les journaux. Le changement qui écrit donc l'ANC s'estime non satisfaite du processus ayant conduit au municipal et le changement se demande s'il faut en rire ou pleurer. Voilà le vainqueur lui écrit des sanctions en perspective pour certains conseillers municipaux de l'ANC. Jean-Pierre Fabre, un donneur de leçons qui refuse la liberté et la démocratie à l'intérieur de son parti. Mais cette question d'élection des maires cause également des problèmes entre les partis. La nouvelle tribune de notre ami et l'homme qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, qui écrit accusation entre l'ANC et la C14, la trahison. La trahison, plutôt, c'est une interrogation et la nouvelle tribune qui rappelle le menu de la conférence de presse hier de l'ANC à l'école de la guerre, rencontre Classo Fabre, l'ANC qui se prononce, élection 2020, Jean-Pierre Fabre n'exclut pas sa candidature et l'ANC qui rejette déjà la candidature unique de l'opposition. Il est 12h passé de 2 minutes, nous soufflons un peu et puis nous ouvrons sur la partie la plus inclusive du Club de la Presse. 93.5 Canal FM. Eh bien, Ambroy Yao Konjo, Magloire Teko Kenvi, à mes côtés pour recevoir vos commentaires et répondre à vos questions. Le premier auditeur, bonjour. Allô, bonjour l'ami. Le temps que les dieux de la technique s'accordent avec nous. Bonjour. En attendant que... Oui, Ambrose. Oui, par rapport à cette divergence que les gens écrivent par rapport à l'opposition, je crois que eux aussi doivent faire économie de tout ça. Les partis politiques de l'opposition, les responsables des partis politiques de l'opposition doivent faire économie de cette futilité, de ces inutilités-là, et de s'armer pour affronter le candidat du parti uni en 2020. C'est-à-dire que on n'a pas besoin, ils n'ont qu'à écouter l'autre là, comment on l'appelle, le docteur Pessan, qui crie toujours sur les toits, et comme quoi il faut toujours qu'il y ait un plan, un projet commun, même s'il n'arrive pas à trouver un projet commun, de s'entendre sur le minimum, de dégager 1, 2 ou 3 candidats pour affronter, parce que nous sommes dans un scrutin pluraliste. Et effectivement, je rappelle que les conditions ne sont pas totalement réunies. Prioritaire leader en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci l'ami.
Oui, c'est Adrien. Adrien. Oui. Oui, nous écoutons. Oui, je rappelle sur le sujet de l'entourage du président de la République et sur les empêchements de différentes audiences que le président de la République aurait pu avoir. Allô? Oui, nous écoutons. Oui. Vous savez, M. Sass, actuellement, il y a une dame qui dit ceci: si on la laisse mourir sans qu'elle ait vu le président de la République, on aura des comptes à rendre. Vous savez pourquoi? Non, dites-nous. Oui, voilà. C'est une dame qui a été la nourrice, une des nourrices du président de la République. Et depuis, elle cherche à le rencontrer. Elle n'a jamais eu l'occasion de le rencontrer. Et quelquefois, elle passe par des gens. Quand le courrier arrive, et on rappelle pour dire, ben, monsieur, de quoi vous vous mêlez? Donc, n'intervenez pas sur cet angle-là. Si bien que la dame, elle est perdue, elle ne sait pas comment faire. Vous savez, c'est pénible pour elle. Elle dit non, qu'elle a besoin de voir le président de la République. Et depuis, bon, elle ne sait pas par où passer pour le rencontrer. Ceux sur qui elle comptait pour pouvoir rencontrer le président de la République, c'est des gens finalement qui se retournent contre elle, croyant qu'elle a quelque chose contre le président de la République. Alors qu'elle appelle le président de la République son fils. Elle a été elle a été sa nourrice. Voyez-vous? Donc c'est des problèmes que des gens vivent comme ça. Et quand ils posent les problèmes, c'est l'entourage qui, au lieu de savoir ce que c'est exactement, tout de suite on vous refoule. Merci, voilà. merci. Merci l'ami. Donc, comme dirait l'autre, Franck Nyasingo se retrouve l'otage de son propre entourage. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Sass. Oui, vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, bonjour Monsieur Sass. Oui, ça va mieux. Oui, je salue tout le plateau ici. Merci. Oui, c'est Nestor depuis le Gougan. Oui, notre ami Nestor. D'accord. J'aimerais intervenir un peu par rapport à l'interpellation qu'a faite le chef de l'État hier au Conseil des ministres. Parlez directement dans votre micro un peu plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Je disais tantôt que j'aimerais intervenir par rapport à l'interpellation qu'a faite le chef de l'État hier au Conseil des ministres à l'endroit de certains ministres. Qu'il demande de privilégier certaines dépenses. Notamment les dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement. Et sur le plateau, vos confrères, que je salue d'ailleurs, tous ceux qui ont eu à aborder ce sujet m'ont donné vraiment satisfaction parce qu'ils ont fait une analyse logique de la situation. C'est que et certains qui m'interrogeaient ou bien se sont posé la question pour savoir pourquoi le chef de l'État ne sanctionne pas son entourage. Oui. D'accord. Monsieur Sass. La communication se dégrade. Vous êtes en déplacement? Non, je suis sur place. Ah, ok. D'accord. Ça va mieux maintenant? Bon, allez-y rapidement. D'accord. Et donc je voulais dire que Monsieur le Président de la République ne peut pas sanctionner son entourage. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est vrai qu'il y a des élections qui se passent dans ce pays et on dit que c'est le peuple qui vote. En fait, ce n'est pas le peuple qui vote pour le président Forêt. C'est ça, ce n'est pas le peuple qui vote, c'est son entourage qui vote. Parce que aujourd'hui, oui, c'est son entourage qui vote. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que c'est eux qui sont proches de cette population qui vote pour M. Faure et Swaziland. Et voulez-vous couper rapidement? Il y a d'autres qui attendent en ligne aussi. Concluez rapidement, s'il vous plaît. Et on sait comment est-ce que ceux-là font les tractations qu'ils font, les détournements qu'ils font. Vous avez dit que ceux-là détournent les fonds. Et ils ne... Je vais revenir. Ok, non, les commentaires disent plutôt que l'entourage du chef est soupçonné de détourner certains investissements. Oui, le troisième auditeur de ce jour, bonjour. Alors bonjour. Oui. Comment vous allez? Ah, ça va chez nous ici. Ça va sur le plateau. Sur le plateau. Merci. C'est Rodrigue. Rodrigue, oui, nous vous écoutons. Je salue le plateau. Qu'est-ce que je voudrais dire? Effectivement, j'aborde sur le même sujet que le président auditeur. Effectivement, le chef de l'État, il avait à parler hier. Est-ce que, effectivement, les ministres qui suivent la feuille de route que le chef de l'État leur a assignée? Ça, c'est la première question. Secondo, mais
qu'est-ce que nos ministres là font pour essayer de faire avancer la population? Je dis rien. Je dis rien. Je suis toujours resté dans ma logique et je le dis toujours. Et je le dirai toujours. Ils ne pensent qu'à leur ventre. Non, s'il vous plaît. Les ministres, ils font quand même ce qu'ils peuvent. Peut-être pas à notre totale satisfaction, mais ils font quand même des œuvres utiles. Monsieur Zaz. Oui. Monsieur Zaz, vous allez m'excuser. Qu'est-ce que nous avons sur le terrain? J'ai beaucoup voyagé. Et je voyage beaucoup. Je sais ce qui se passe. Et c'est en cela que je prends effectivement comment on l'appelle, les critiques de mon père Ambroise. Ce monsieur, je ne l'ai jamais connu, je ne sais pas qui il est, mais honnêtement, il est trop bon. Il est trop bon. Franchement. Parce que quoi? Mais allons juste à côté ici, au Ghana. Mais attention, c'est pas possible. C'est pas possible. On est où? Merci beaucoup, l'ami. Vous avez dit l'essentiel. Vous avez bien laissé donner la chance à d'autres aussi de nous enrichir. Bonjour. Allô, bonjour. Oui. C'est monsieur Aristide. Parlez directement dans le micro de votre combiné. Oui, c'est monsieur Aristide. Aristide. Oui. Oui. Maintenant, haussez un peu la voix, s'il vous plaît. Ok, ma voix est un peu cassée. Vous savez, moi, j'aimerais vous dire que nous en avons assez. Qu'à chaque fois que vous nous rapportez les belles paroles du chef de l'État, le mieux, c'est de ne plus en parler, quoi. Tous ces beaux discours qu'il fait, les ministres à faire tant, les autres, ses collaborateurs à faire tant, le mieux, c'est de ne plus rapporter tout ça. Parce que ce sont des paroles vides de sens. Donc, parce que quand vous le rapportez, finalement, on ne voit rien. On se dit, finalement, c'est comme si le chef de l'État, il sait que en sortant ces paroles, il sait que ça va circuler sur les médias, même si ça ne se réalise pas. Il a fait ça, je ne sais pas. Il a fait ça. Mais concrètement, est-ce que vous ne trouvez quand même pas que ce que le chef de l'État dit est pertinent, même si les résultats ne seront toujours au rendez-vous? Mais si les résultats ne sont pas au rendez-vous, en quoi est-ce qu'on peut juger la pertinence? Si il faut juger la pertinence uniquement des propos, là je me dis ça ne sert à rien. Merci beaucoup l'ami. Seulement vous rappelez que les paroles et les moindres gestes du président de la République, que nous soyons ici ou ailleurs, devraient intéresser toute la nation. Le suivant, bonjour. Allô? Oui, bonjour l'ami. C'est Rodrigue qui revient. Ah, bon retour. Oui, s'il vous plaît. Je voudrais dire, s'il vous plaît, et nos ministres, lorsqu'ils font leur discours, ils disent souvent quoi? Sur l'exclusion personnelle du chef de l'État. Eux-mêmes, ils n'ont pas de, comment on l'appelle? Ils n'ont pas d'idée. C'est sur l'exclusion personnelle du chef de l'État. S'il vous plaît. Si ils ne sont pas capables de faire le boulot, qu'ils aillent se garer quelque part. Merci. On en a marre. Merci Rodrigue. Mais à ce niveau-là, ma gloire, il y a déjà un membre du gouvernement, Christian Trémois, qui trouve que c'est paresseux de s'abriter à chaque fois derrière le chef de l'État. Oui, il a dit, je crois que c'est pertinent ce qu'il a dit, parce que on ne va quand même pas revenir sur ça tous les jours. Les moindres détails, les moindres démarches, on dit sur instruction ferme du chef de l'État, il dit non. Comme si on n'a pas de cahier de charge à exécuter. Merci beaucoup. Ce n'est pas bien. Et nous rappelons que chaque ministre, enfin le chef de l'État, le Premier ministre, ont attribué des cahiers de charge à chaque ministre et nous sommes sous la gouvernance axée sur les résultats. L'auditeur suivant, bonjour. Alors bonjour ça. Oui. C'est M. Kolani. Vous savez, c'est pour les audiences pour le chef de l'État. C'est pourquoi il faut être bien élu et vous allez avoir un jour d'audience pour votre population. Nous voyons Paul Kagame qui est au volant de son véhicule, il circule dans les préfectures, dans les villages, il s'arrête, il parle aux gens. C'est pourquoi, pour prendre le pouvoir, il faut connaître sa définition. Vous parlez, ceux qui l'entourent bloquent et consortent, ils écoutent les chaînes, non? C'est son bloc. Quand on est chef d'État, il faut agir. Il ne peut pas
ce conseil de ministres-là, il ne faut pas nous faire endormir. Non, il ne faut pas nous faire peut-être à certains niveaux. Mais aujourd'hui, il faut que le chef de l'État soit vraiment un chef de l'État. Nous avons vu ça fait bientôt 3 mandats. Qu'est-ce qu'il doit donner? C'était la médiocrité. Et quand on parle des ministres, qui les nomme? Quand ça ne va pas, tu les sautes à midi. Son papa, qui n'avait pas ce niveau, le niveau que lui a, et puis il fait pire que son papa, c'est pas bien. Mais il ne faut pas qu'on les dévoile. Je vous dis, l'indépendance de 2007, la fête de l'indépendance, on l'a fêté à Dafon. Et pour qu'est-ce qui s'est passé, le chef de l'État arrêté? C'est parce qu'il y avait beaucoup de vols. Moi-même, qui vous parle, j'étais entrepreneur. Il est venu, il y a un monument là, au niveau de l'hôtel campement là, qu'on a fait, et les gens ont détourné de l'argent. Et quand on a envoyé les fax sur son bureau, il était venu parce qu'il y avait des inondations. Il a envoyé de l'argent, les gens, mais ils ont détourné, on a écrit, c'était l'époque d'Aoumé Zouné, Consort et le passable Baudiran qui étaient des directeurs de cabinet. Mais les gens sont assis, peut-être qu'on peut dire à ce moment, ils venaient de prendre le pouvoir. Mais aujourd'hui, il faut qu'il agisse, il ne faut pas les dédouaner. Ou bien il est chef ou bien il n'est pas chef. Merci beaucoup. Juste rappeler que le chef Ford Yassine avait initié que la fête de l'indépendance se célèbre à l'intérieur. Ça a été bloqué. Il n'y a pas longtemps, il a également essayé de délocaliser les conseils des ministres. Ça s'est arrêté à Kanté. Et toujours pour le chef de l'État qui est toujours en poste, le Togo Matin écrit que pour la présidentielle 2020, M. Achole Akleso, député secrétaire exécutif ou bien administratif de UNI, qui dit que les militants de UNI vont réitérer leur soutien au chef de l'État. L'auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Sot. Oui, Adjovi. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Je jette des fleurs Ambroise Mondo. Vous allez faire des jaloux ici, hein, Adjovi. Pourquoi faire de... Il y a la jalousie, il faut chercher ça de côté. Okay. Je jette des fleurs à monsieur Mondo. Et pour l'élection locale, développement à la base. Bon. Mais hier, le Conseil des ministres nous font savoir que les maires n'ont pas de locaux. Non, ils n'ont pas dit ça concrètement. Plutôt mais le chef... ça. Mais, avant toute élection, il faut les locaux. Maintenant, les maires sont élus, les agents. Ils vont faire des services où? En même temps, nous sommes en urgence. Il y a inondation, et la salubrité, surtout dans nos quartiers, dans nos villages. Le président a donné son point sur l'institution du président de la République. Il faut que le Premier ministre mette ça en poche et va sur le terrain pour travailler. Merci. Bon, de deux, le président de la République, s'il donne des décisions, pourquoi pas, il ne fait pas le contrôle. Normalement, si tu donnes l'argent à quelqu'un de travailler, il faut qu'il vienne te rendre des comptes. Toi, mais tu descends sur le terrain pour voir. C'est comme il y a la complicité au niveau du gouvernement, trop de complicité. Merci. Liberté d'opinion, liberté d'expression. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour, Sas. Oui. C'est Job. Job. Oui. De la Bible ou bien du Togo? De la Bible. Ok, allez-y. Bon, je vous relate ma propre expérience par rapport au blocage des correspondances à la présidence. Je peux y aller? Oui, allez-y, allez-y. Ok. Vous savez, le chef de l'État était à l'extérieur, dans une agence des Nations Unies. Et il s'est fait qu'il a appris qu'il n'y a plus de Togolais là-bas. Il s'est approché du directeur général et il a demandé, on a dit, il y a un jeune Togolais dont le contrat a pris fin. Suivez bien ce que je dis. Il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On lui a dit, il peut faire une lettre de recommandation puisque le gars, il a déjà fait ses expériences. Il peut faire une lettre de recommandation et puis on va voir ce qu'on peut faire. Le chef de l'État est arrivé, il a fait la lettre de recommandation. Lui-même? Lui-même. Je vous dis, j'aimerais bien que le chef de l'État soit à l'écoute aujourd'hui. Lui-même, il a fait la lettre de recommandation. Je vous parle de moi-même, hein, pas de quelqu'un d'autre. Une dame, suivez mon regard, a bloqué la lettre. La lettre de recommandation n'est pas parvenue. Je vous parle de 2008. C'est en 2010 que j'ai appris que le chef de l'État fait la lettre de recommandation, mais on a bloqué la présidence. Et entre-temps, mon père était décédé, et il y a M. Gelkris Olympio qui m'a appelé de venir le voir. Et il me dit, mais il a donné mon nom, mais j'ai appris que tu n'as plus de boulot, que ton contrat a pris fin. Quelles sont tes perspectives d'avenir? Je lui ai dit, j'ai appris ce que je viens de vous relater, quoi.
Il a dit, est-ce que tu es sûr? Parce que je vais appeler, je dis, je suis sûr à 100%. Je vous dis, il a appelé la présidence. En moins de 15 minutes, on a envoyé la lettre par fax à l'agence. Cette lettre qui a été signée en 2008, on l'a envoyée en 2010. Et M. Gilchrist a demandé à ce qu'on lui envoie copie de cette lettre. En 2010, c'était trop tard. Ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, je suis chômeur. Vous voyez? Je vous parle de ma propre expérience, pas l'expérience de quelqu'un d'autre. Moi-même, ma propre expérience. Merci l'ami pour ce témoignage. Nous prenons le dernier auditeur pour aujourd'hui. Bonjour. Allô. Oui. Oui, c'est M. Aristide qui revient. Ah, bon retour. Mais M. Tassou, c'est trop tôt là. Oui, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui attendent en ligne. C'est pourquoi nous vous prions d'aller rapidement à l'essentiel. Parce que justement, mon deuxième point allait aller sur ce point. Mais avant d'y en venir, par rapport au discours du chef de l'État, il y a ce que je voulais relever avant que je ne sois coupé. C'est que depuis qu'il a dit, vous vous rappelez qu'il a dit dans ce pays, qu'il exhorte les ministres à être plus proches de la population. Et les mêmes éloges vous lui avez fait ça en ce temps. Mais ce n'était pas des éloges, s'il vous plaît. Placez-nous dans notre rôle. Nous avons exposé les propos du chef d'État que nous avons commentés. Ce n'était pas des éloges, s'il vous plaît. Et que vous avez apprécié. Vous avez dit que c'était une bonne chose. Nous étions tous d'accord. Mais depuis lors, combien de ministres vous avez déjà reçus dans vos studios là-bas? Et ça aussi, il faut en parler. Si vous invitez les ministres, il ne faut pas seulement apprécier les bonnes paroles, mais quand vous invitez les ministres et qu'ils refusent de venir, qu'ils vous ont des arguments qui ne tiennent pas, mais dites-le aussi. C'est ce que nous vous demandons. Dites-le aussi. Là, on saura que vous faites ce que vous devez faire. Alors, vous savez, les vendredis, pour en venir à ce que je voulais dire, vous donnez plus de temps à nous, les auditeurs, d'intervenir, c'est bon. Mais je remarque souvent qu'au cours de la semaine, vous mettez plus l'accent sur recevoir beaucoup d'auditeurs. Mais c'est bon. Mais l'essentiel, c'est que, vous savez, la plupart des auditeurs, parce que nous intervenons sur les mêmes sujets. Si un auditeur appelle, si ce qu'il a dit est pertinent, mais laissez-lui finir et peut-être ça fera que nous autres, nous n'avons plus besoin d'intervenir. Et puis quand un auditeur intervient... Je ne veux pas vous couper, c'est pourquoi je vous demande de conclure rapidement. Merci beaucoup. Quand un auditeur intervient, parfois les confrères ont envie d'analyser ses propos en même temps. Mais vous préférez recevoir à la chaîne les auditeurs, ce qui fait que parfois les journalistes oublient ce qu'ils voudraient dire par rapport à ce pourquoi nous sommes intervenus. Merci et bon week-end. Merci. Tout simplement, à cette partie, nous vous accordons la priorité. Je ne voudrais pas que les confrères empiètent sur votre temps. C'est pourquoi je vous donne le maximum du temps. Mais on pourra toujours se raviser, pourquoi pas. Eh bien, le conseil fait Magloire et Ambroise que la position des femmes de ménage aux plus hautes fonctions, ça n'a pas beaucoup intéressé les auditeurs. Toutes les interventions se sont concentrées sur l'entourage du chef de l'État et également les projets qui n'arrivent pas à bonne exécution. Oui, je crois que le chef de l'État doit trouver un mécanisme de contrôle des courriers et de ceux-là qui voudront le rencontrer à la présidence. Parce que, tel que Yahi Boni le fait à côté ici, Yahi Boni descend dans l'arène avec des bottes, même Ali Bongo, que je n'ai jamais porté dans mon cœur, le fait aussi. Avant sa maladie. Même avec sa maladie. Il est bon, mais c'est que maintenant, même s'il veut, il ne peut plus descendre sur le terrain. Il n'a pas quitté le pouvoir, c'est tout. Donc, et aujourd'hui, je crois que le chef de l'État doit faire un effort. Je ne pense pas qu'il lui-même il est difficile en soi. C'est-à-dire que ce sont ces faiseurs de roi là, ces vous et là, qui entretiennent le flou autour de lui. Il n'a qu'à tout faire pour tracer un mécanisme de voir celui qui est venu ou celui qui a envoyé un courrier pour lui faire part d'un problème ou pour lui faire part d'une proposition dans le sens de la gouvernance. Sinon, ça risque de le couler. Merci. Eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Merci aux auditeurs qui nous ont rappelé qu'il y a également des femmes mères dans la commune de Yoto 2 et de Doufelgou 3. C'est la preuve que nous sommes vraiment ensemble
Et c'est sur ça que nous attendons vos cartons de fin d'émission. Magua, t'es OK, oui? Non, pas de carton. Mais oui, je dirais tout simplement que quand vous faites un peu l'analyse des interventions et tout, vous verrez que les auditeurs, les Togolais demandent en réalité à Fagne Singbe d'être plus pragmatique, d'agir. Parce que un chef d'État peut tenir de beaux discours. Si vous n'agissez pas, on ne vous prendra pas trop au sérieux. Et donc, j'interpelle le chef de l'État à sévir. Parce que s'il fait le constat, l'autre aspect c'est de sévir. Et donc, également le Premier ministre, j'aurais aimé qu'il soit un peu comme Humbo. Vous avez vu Humbo à l'œuvre, il descendait sur le terrain, et rentrait dans les ménages pour voir comment ça se passe. Oui, mais Humbo même avait été arrêté dans son élan après. Ah ben oui, et ça fait partie de nos problèmes parce qu'il n'a plus digéré comment ça se fait ici où des ministres peuvent aller voir le chef de l'État directement, le contournant et tout, et il est parti. Et ça, c'est la mentalité qu'on doit avoir au Togo. Merci. Un carton très long de commentaires. Vous, c'est le carton juste. Oui, j'aurais aussi peut-être un Non. Moi, j'adresse un carton vert au directeur général de la FUSEC Togo, à tout son entourage, du travail immense qu'ils font à l'endroit de près d'1,2 million membres qui aujourd'hui essaient un tant soit peu de lutter contre la pauvreté. Je crois que ce travail mérite d'être, depuis 2000 qu'il est là, ce travail mérite d'être félicité et encouragé. Merci beaucoup, cette émission qui arrive à sa fin. Merci à vous, Magloire et Ambroise. Michel Tadja et Laurent Matitogbe ont des empêchements de dernière minute, mais vous les avez valablement, vous avez tenu l'émission. Merci également aux auditeurs. Rendez-vous demain en fin de semaine à 11h si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. Encore une fois, célébrons la vie à chaque instant que nous avons le souffle de vie.